Donc le 22 mars 2016, le matin, je conduis mes enfants à l'école et c'était le seul jour où j'ai pas mis la radio parce que ma femme me disait que les enfants entendent toujours de mauvaises nouvelles à la radio, donc on coupe. Et donc j'ai mis un bon CD de Michel Polnareff que depuis ce moment-là je ne sais plus écouter malheureusement. Mais donc j'arrive vers 8 h à l'école et j'entends qu'il y a eu une explosion à Zaventem. Première information, c'était peut-être que c'est quelque chose avec du gaz ou je sais pas. Donc c'est très flou. Mais je ne m'inquiète pas parce que ma sœur travaille à l'aéroport et en général elle finit ses shifts à 6 h du matin. Donc je ne m'inquiète pas trop et puis 10 minutes, un quart d'heure plus tard, je reçois un petit coup de fil de ma maman en disant j'essaie de rejoindre Fabienne, donc ma sœur, il n'y a pas moyen. J'ai dit écoute, si elle devrait encore être à l'aéroport, le premier réflexe qu'elle aura, c'est aider les gens. Elle a travaillé durant longtemps comme bénévole à Croix-Rouge, donc vraiment je ne m'inquiète pas. 8 h 45, donc 3 quarts d'heure après les faits, je suis en train de parler avec quelqu'un et tout à coup, je bloque. Et j'ai vraiment le sentiment que ma sœur est partie, qu'elle est passée et qu'elle est partie. Et à ce moment-là, je me dis, oh là, ça va très très mal. Il faut que je rentre chez mes parents. On essaie de localiser ma sœur. Pas moyen. Et directement, j'appelle la famille, donc son mari, les enfants de ma sœur, et on commence à faire une cellule de crise. Et c'est assez difficile parce que on n'arrive pas à trouver quelconque réponse. Les lignes sont fortement occupées, des fois il y a des réactions assez non professionnelles envers nous, donc il n'y a pas de réassurance, et donc on cherche. Et finalement, cette recherche a duré 3 jours et demi. Donc le 22 mars, c'était un mardi. Et puis jeudi après-midi, on avait reçu un coup de fil qu'on devrait peut-être quand même se présenter à la DVI. La DVI, c'est la police qui fait les détections, l'identification des gens décédés. Mais à ce moment-là, bon, on commence très bien à comprendre qu'il y a un grand souci. On avait des messages contradictoires, des gens qui disaient « elle est morte », c'était passé aussi aux télévisions comme quoi elle était décédée. Par contre, il y avait d'autres personnes, des collègues qui nous appelaient « non, non, on l'a vue, elle n'est pas morte ». Voilà, c'était très très contradictoire. Et bien sûr, on s'accroche au moindre espoir, on s'accroche. Et puis vendredi, vers 11 h du matin, on a reçu un coup de fil de la police, pensant qu'on savait déjà, qu'on est déjà au courant de son décès, alors que ce n'était pas le cas. Donc ce n'est pas la faute de cette personne-là. Mais c'était quand même très dur tout à coup apprendre d'une façon assez non officielle le décès de ma sœur. Et puis j'ai directement été sur place pour voir ma sœur, pour voir si elle était présentable. Et par après, donc, pour amener la famille et faire un dernier au revoir, si je peux dire ainsi. Il était pratiquement impossible de rentrer en contact avec d'autres personnes en Belgique. C'était pour nous protéger l'un de l'autre. Et puis on s'est dit non, il faut qu'on vienne ensemble, qu'on crée une association. Et on s'est dit ben, on va aller voir en France avec les victimes du 13 novembre, comment eux ont vécu tout cela et comment eux se sont rapprochés. Et donc on avait pris contact avec M. Georges Saline, on l'a rencontré à Paris. Et là, c'était pour la première fois, on rentrait en contact avec quelqu'un qui ne comprenait mi-mot. C'était, voilà, la personne sait de quoi on parle, il y a un ressentiment total, il y a une confiance qui se met directement en route. Voilà, on a trouvé des gens qui nous comprennent. Et là, on a décidé, ok, il faut créer l'association. Donc on est parti par la presse, c'était le seul moyen. Donc on a lancé un appel via la presse en disant, voilà, on se rassemble, tous les victimes, les proches des attentats, vous êtes les bienvenus. Et dans les heures qui ont suivi, dans les 24-48 heures, on avait pratiquement 50 personnes qui nous ont contactés. Et on s'est rassemblés en janvier 2017. C'était la première fois où les victimes entre eux pouvaient se parler. Et c'était des émotions très 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 fortes. On a fait connaissance. Et on a conclu qu'on avait tous les mêmes problèmes. Et à partir de ce moment-là, on a demandé au Parlement, la commission d'enquête parlementaire sur les attentats, de nous entendre, d'entendre les problèmes des victimes. Ce qu'ils ont directement accordé. Ils étaient très très contents de enfin pouvoir entendre une voix des victimes, une voix, je dirais, générale.
Et notre témoignage, je crois, a bouleversé le monde politique de la Belgique, parce que tout le monde pensait qu'on était bien aidé, et puis là, ils ont découvert qu'il y a un grand, grand, grand souci. Quand on est victime d'un acte terroriste, le monde s'écroule. Et donc tout ce qu'on a pris, toutes les valeurs avec lesquelles on a grandi, quelque part, perdent leur source. Et il est primordial de pouvoir à nouveau croire qu'il y a l'humanité dans la société, à nouveau pouvoir croire dans la société. Mais l'humanité, c'est vraiment primordial. Tout n'est pas négatif. On a vécu quelque chose d'extrême, mais c'est vraiment quelque chose de minorité. En général, la société, elle est bonne, les gens sont bons. Bien sûr, il est difficile pour les gens de confronter des victimes de terrorisme parce que c'est quelque chose qui dérange. Quelque part, on dérange. Parce que tout le monde peut devenir victime de terrorisme. Donc, il y a un frein qui se met. Ainsi que pour l'État. Pour l'État, les victimes de terrorisme, quelque part, c'est quand même une preuve d'une faille quelque part. Même si ce n'est pas directement vers eux, mais il y a une faille. Et donc, on dérange de tous les côtés. Vous savez, quand on se rencontre entre victimes, on laisse la parole à tout le monde, parce que c'est un moment où ils savent s'exprimer en toute liberté. C'est très important parce qu'elles se sentent libres de communiquer, parce qu'on va se comprendre, on ne va pas critiquer. Mais on veut aussi montrer que ce n'est pas uniquement la peine. On peut aussi avoir de la joie, même si la société comprendrait très difficilement, mais des fois quand on se rencontre, on fait des moments très sociaux, et puis on finit par un petit verre et puis même une petite danse. Donc on peut encore avoir la joie, et il faut avoir la joie dans la vie. Et donc il faut ne pas avoir peur de pouvoir à nouveau jouir de la vie, profiter de la vie. Et là aussi je crois que c'est quelque chose de très important, de montrer, essayons de sortir de ce statut de victime, ça c'est hyper important. Il ne faut pas de stigmatisation. Trop souvent, on voit que soit il y a une indifférence, soit il y a de la peine. Mais les deux font mal. On ne veut pas une indifférence parce que là, c'est vraiment... On ne s'inquiète pas de vous. Et la peine, c'est très mauvais aussi. La peine, c'est pratiquement comme du voyeurisme. Donc, on veut la dignité.